Bonjour, eh bien, merci Bernard. Et bonjour à tout le monde. C'est d'autant plus agréable que je reconnais pas mal d'anciens que j'avais connus dans des vies antérieures, parce que j'étais initialement plutôt côté Areva. Donc je suis au CEA moi depuis 2 ans, enfin depuis bientôt 3 ans. Je suis responsable de ce département d'EHPAD. En fait, ça veut dire département des projets d'assainissement, démantèlement. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Voilà, alors déjà pour dresser le tableau, mais après je parlerai vraiment métier, et ça c'est peut-être un petit peu ce que vous a dit Jean-Guy de Canson ce matin. En fait, le CEA est en charge de plusieurs démantèlements, que ce soit en région parisienne sur Fontenay-Saclay. À Grenoble, vous avez eu un exposé certainement ce matin, et puis ensuite vous avez aussi un exposé de Patrick Chevroux sur UP1. On est aussi sur Cadarache avec plusieurs chantiers importants à la fois de reprise et conditionnement de déchets et de démantèlement. Mais on est localisé, c'est un petit peu la... Oh là, c'est pas terrible. C'est pas ce que j'ai fait, je suis loin peut-être. C'est une bonne chose, on ne fait pas beaucoup de décentralisation en France, mais c'est vrai que le DEHPAD est basé à Marcoule et s'occupe de tous les démantèlements de CEADEN, parce que c'est finalement à Marcoule qu'on a les plus gros projets de démantèlement, puisqu'on a le démantèlement de Phoenix, le démantèlement du P1 et le démantèlement de l'APM sur un même site. Et c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc, vous pouvez lire 800 salariés. Alors ça, c'est pas le DEHPAD, 800 salariés, c'est y compris la partie exploitation et la partie exploitation aussi de tous les ateliers de traitement de déchets qui sont associés. Mais ça fait quand même vivre 2500 salariés une fois qu'on prend en compte aussi les entreprises prestataires. Et donc, c'est quand même un enjeu très important pour l'environnement local et en particulier sur la région Languedoc-Roussillon. Alors après, très rapidement, vous avez dû aussi entendre, on a la chance, pourvu que ça dure, que les financements sont assurés par des fonds dédiés, ce qui nous permet de faire les choses plus sereinement et on n'est pas contraint par des budgets annuels. Et puis très rapidement aussi, la stratégie, c'est le démantèlement immédiat. D'ailleurs, l'autorité de sûreté nous pousse de plus en plus vers ça. Donc quand je dis complet, si possible, mais malheureusement, ça sera tout le temps pour diminuer à la fois les risques, aller au plus vite et bénéficier des connaissances des anciens exploitants. Bon, ça, il s'avère que dans certains cas, il faut quand même faire des investigations très complémentaires parce que l'exploitant, il n'a pas forcément toute la mémoire de ce qui s'est passé. Alors, ça c'est pareil, c'est aussi des éléments de contexte. Je vais passer aussi très vite, c'est pour vous dire qu'on est finalement présent au CEA sur l'ensemble du cycle du nucléaire et que l'originalité de nos chantiers de démantèlement, c'est qu'en fait, il n'y a pas, contrairement à ce que vous verrez peut-être ce soir, chaque chantier est finalement un prototype. Et puis, on a aussi bien des déchets provenant de réacteurs que de déchets provenant d'installations de traitement de combustible ou des réacteurs de recherche. On a des effets de taille, puisque vous voyez là sur la droite en bas, alors je ne sais pas si je peux, voilà là, un tout petit réacteur qui finalement tient dans un petit hall. Et puis à côté de ça, on est aussi en charge du démantèlement du réacteur Phoenix, qui est le petit frère de Super Phoenix, mais qui est malgré tout une installation quand même très industrielle. Et UP1, c'est pareil, on a des démantèlements, comme vous avez peut-être vu ce matin sur le Lama à Grenoble, qui est finalement une petite installation à la base de R&D. Et puis on a aussi le démantèlement de tout UP1, que vous avez pu voir le dégainage. Vous voyez que ce n'est pas le même effet de taille. Donc tout ça, c'est quand même très complexe. Les enjeux des projets de démantèlement, des fois les gens ont du mal à comprendre. Quand on parle par exemple du P1, vous avez peut-être dû voir ça ce matin sur les plannings. Finalement, le temps qu'on va passer à démanteler, c'est plus que le temps qu'on a passé à construire et à exploiter. C'est vrai que les gens, des fois, ont du mal à comprendre ça. Donc c'est très long, c'est très onéreux et ça nécessite des acteurs multiples, des compétences scientifiques. C'est pas simplement je viens démanteler en prenant un bulldozer et je casse tout ça. Ça nécessite de faire des études en amont, ça nécessite d'avoir finalement des nouveaux métiers, puisque je vous en parlerai tout à l'heure. Ça nécessite aussi de trouver une synergie entre la culture de l'ancien exploitant qui est toujours là, qui des fois peut ou des fois peut pas en fait muter pour faire en fait du management de projet. C'est une révolution des méthodes de travail en fait. Bon, alors après, bien sûr, on est dans une installation nucléaire, les risques sûreté, sécurité, c'est à prendre au premier plan.
Et la spécificité aussi de nos projets, c'est que c'est un petit peu comme quand vous construisez, vous avez une feuille blanche, là vous avez la feuille blanche, mais le problème c'est que la feuille elle n'est pas blanche, si vous la retournez elle est déjà écrite. Pour les exploitants c'est pareil, quand vous construisez, l'exploitant en fait il intervient, c'est vous qui le formez une fois que vous avez construit. Ici c'est différent, c'est l'exploitant qui connaissait et c'est au contraire vous qui venez travailler chez lui, donc ça c'est quand même source de tension et c'est quand même pas négligeable dans nos activités. C'est un des points clés, cette bonne entente entre l'exploitant et le chef de projet qui fera la réussite de nos chantiers. Ça, c'est un exemple de schéma industriel. En fait, on voit que c'est pour ça que c'est important que je dise ça au départ, parce que quand je vais parler métier, en fait, on peut avoir métier à tous les niveaux. C'est sûr que, finalement, quand un assainisseur fait des études de scénario, on appelle ça un chef de projet, un responsable études. Les maîtrises d'œuvre aussi font des études. Le maître d'ouvrage aussi fait des études. Mais à tous les stades, on ne fait pas tout à fait la même chose. Moi, je vais plutôt axer quand même mon exposé sur la partie plutôt chef de projet au sens maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, plutôt qu'au sens entreprise. Voilà. J'avais dit quelques mots, c'était un clin d'œil, parce que c'est vrai que l'organisation du CIDEN me fait toujours rêver. Donc, un petit rappel pour dire que EDF a créé le CIDEN, Areva a créé la BU Valorisation, le CEA a fait ça un petit peu plus modestement, a créé une direction d'objectifs qui est quand même en charge de tout ce qui est stratégie, interface avec les tutelles, gestion des fonds dédiés. Et on a créé aussi un département dédié qui est en charge de tout ça. On n'est pas intégré comme le CIDEN avec la partie exploitation qui est aussi à l'intérieur de cette entité. Mais bon, on peut rêver, ça reviendra peut-être un jour. Je veux parler des interfaces entre les différents acteurs du démantèlement. C'est vraiment un triptyque et tout ça, vous voyez, ces rouages, il faut qu'on arrive à les faire marcher. Entre finalement une logique centre avec des départements d'exploitation, des chefs d'installation, une logique plutôt projet, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, avec des chefs de projet, tous les supports métiers que je vais vous énoncer. Et puis à côté, il y a du personnel d'entreprise. Les entreprises, elles ne sont pas là pour travailler à perte. Donc il faut que tout le monde y trouve son compte dans cette logique-là. Alors bien sûr, les chefs d'installation sont plus les garants des aspects sûreté, sécurité, radioprotection et tout ça. Après Fukushima, ça n'a fait que s'amplifier. Les chefs de projet, ils doivent intégrer aussi cette contrainte-là de sûreté dans leur projet. Donc c'est la quadrature du cercle des fois, de faire en sorte de faire avancer les projets tout en respectant les contraintes des installations nucléaires. Alors là aussi je vais peut-être un peu dans le détail, mais c'est important de comprendre que finalement tous ces acteurs que j'évoquais tout à l'heure, eh bien ça se décline en un tas de terminologies, des fois un peu complexes parce que suivant les gens on ne parle pas forcément avec les mêmes noms. En tout cas, sur le côté droit, vous avez tout ce qu'on appelle vraiment la notion de projet, chef de projet, ingénieur projet, le responsable sûreté, responsable études, planificateur. Ben ça, c'est l'équipe vraiment maîtrise d'ouvrage au sens pilotage global projet. Vous avez tout, sur le côté gauche, par exemple, en bleu, vous avez l'exploitant avec son équipe, il y a un chef d'installation, des supports techniques, un bureau travaux, s'il y a des opérations, il y a encore de l'exploitation, des gens qui s'occupent de logistique, des experts installation. S'il n'y avait pas de travaux, s'il n'y avait pas de démantèlement, ces gens-là, ils seraient là quand même. Du fait des travaux, ces gens-là, ils ont à s'étoffer un petit peu, c'est la partie jaune, pour faire en fait la même chose qu'ils faisaient pour la maintenance, mais en interface avec les travaux de démantèlement. Donc ça c'est la partie vraiment installation. À gauche vous avez la partie vraiment projet au sens maîtrise d'ouvrage. Et puis au milieu vous avez ce qu'on appelle des maîtrises d'œuvre, soit internes, soit externes. Et c'est des fois cette complexité qu'on a sur les chantiers, c'est-à-dire que les anciens exploitants, soit ils sont là et puis ils peuvent muter et finalement faire ce travail-là, et auquel cas ils le font. Et dans certains cas, parce que l'installation s'est arrêtée il y a très très longtemps, eh bien, il faut sous-traiter, y compris cette partie-là. Donc voilà, ça donne un petit peu le cadre. Après, si on fait un zoom sur la partie donc plutôt de droite dans l'exposé que je viens de vous faire sur la planche précédente, eh bien, c'est là que finalement on s'est structuré, on structure un peu ingénierie tout récemment dans nos départements. C'est-à-dire qu'on a déjà bien séparé tout ce qui était projet de telle façon qu'on ait des équipes dédiées par zone géographique. Et puis, on a fait en sorte que chaque chef de projet ait à son service une équipe composée de correspondants métiers.
Et chacun de ces correspondants métiers, dépendant en fait d'une équipe, un petit peu comme un coureur de Formule 1, il fait sa course, puis après quand il y a un problème, s'il faut réparer son pneu, il revient sur le stand et puis il fait réparer son pneu. Et des fois il se dit, tiens, le pneu il était un petit peu trop léger, il faut m'en concevoir un autre dans un autre système. Et puis à ce moment-là, c'est ces métiers qui font à la fois le REX de tout ce qui se passe dans les diverses courses comme le pilote automobile, et puis qui doivent gérer des référentiels métiers pour faire en sorte qu'on ne réinvente pas la lune chaque fois qu'on fait un projet et qu'on se serve des bonnes choses et des mauvaises choses d'un projet pour en fait s'en servir sur les projets des autres, sur les autres projets. Donc les métiers, je vais les citer tout à l'heure, je vais aller plus dans le détail. Donc relations matricielles, regroupement géographique des projets et ces cellules métiers que je viens de citer. Alors, les projets, on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, donc partout sur le territoire français. Et les métiers, je vais un petit peu m'appesantir là-dessus. Donc les métiers, c'est quoi? C'est tout d'abord le boulot de chef de projet, j'irai plus en détail, mais les métiers au service des chefs de projet, c'est tout d'abord le métier de gestion de projet. C'est-à-dire qu'on a quand même des fonds dédiés, c'est malgré tout l'argent du contribuable, donc on doit faire en sorte de le gérer correctement. Et sur les projets de démantèlement, ce qui coûte cher, c'est le temps. C'est-à-dire que plus vite on a fini, plus vite on peut baisser les coûts d'exploitation, et c'est ça l'objectif. Alors en plus, on abaisse les problèmes de sûreté, mais on baisse surtout les coûts d'exploitation. Donc quand on dit gestion de projet, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est tout ce qui est planification, cost control, chiffrage divers et variés. Voilà. Deuxième métier, c'est les métiers de la sûreté et le métier du déclassement. Alors le déclassement, vous avez peut-être vu ce matin sur Grenoble, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est quelque chose, c'est un métier nouveau finalement. C'est quelque chose qui est un mix de mesures physiques, de réglementation, de sûreté. En tout cas, c'est quand même un processus administratif très compliqué. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le métier sûreté. Le troisième métier, c'est tout ce qui est études. Donc je parlais tout à l'heure de tout ce qui est scénario et puis d'expertise. Je dirai un petit peu plus en détail. Le troisième métier, c'est bien sûr la gestion de déchets, puisque quand on démantèle, on a une machine à faire des déchets. Donc tout ça, il faut l'organiser correctement. Et puis ces déchets, il faut les transporter. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. On n'a pas un projet où il n'y a pas une problématique de transport. Et les transports, ça prend une ampleur à notre époque qui est incommensurable. Donc c'est vrai que c'est quand même la spécificité de ces projets, c'est que tout devient de plus en plus compliqué, que ce soit au niveau autorité de sûreté, que ce soit au niveau interface avec l'ANDRA, que ce soit au niveau transport. C'est quand même, c'est dur d'avancer. Mais bon, on tient bon, on tient le cap. Le dernier métier, c'est le métier de suivi de chantier et puis tout ce qui est interface avec les installations. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit sous-traité à des maîtrises d'œuvre, soit en fait fait par les anciens exploitants quand ils ont la possibilité de faire de la maîtrise d'œuvre interne et quand on a les gens. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vois le temps qui passe. Alors, le premier métier, c'est chef de projet. Alors, chef de projet, c'est quoi? En fait, chef de projet, c'est un chef d'orchestre au sein d'un ensemble de compétences. Là, alors les petits hexagones, là, c'est les métiers que j'évoquais tout à l'heure. Donc il a sa petite équipe, il est au centre de cette équipe, il anime tout ça. Et c'est lui qui doit mener à bien toutes les actions nécessaires à la tenue des objectifs fixés. Bon, vous pourrez lire sur la gauche, là, un petit peu, c'est un peu rébarbatif tout le détail de ce qu'il doit faire. Mais ce qui est sûr, c'est que les maîtres mots, c'est anticiper pour gérer les imprévus. C'est viser en permanence l'optimum technico-économique, c'est-à-dire essayer de gagner du temps dans un cadre de sûreté très contraint. Alors je dis sûreté, je vous le disais tout à l'heure, il y a les problèmes de déchets de transport, ce n'est pas uniquement de la sûreté. Négocier avec les différentes personnes avec lesquelles il y a en interface, arbitrer les situations complexes, travailler avec de nombreux partenaires, que ce soit des entreprises ou des exploitants, et prendre la mesure des risques des installations qu'il a en main. Mais il faut être positif, c'est aussi quand même souvent des projets, donc des esprits, enfin il y a sur ces projets, surtout que c'est quand même très proche du chantier, un esprit d'équipe autour des difficultés à résoudre. On a la satisfaction quand même de voir les chantiers un à un s'achever, donc c'est quand même du concret pour des gens qui veulent faire ce métier-là. Et je pense que c'est une bonne carte de visite pour évoluer dans des postes de management. Et il ne faut surtout pas opposer management et projet, parce que je crois que quelqu'un qui est capable de faire avancer des équipes sans avoir la carotte à lui donner, eh bien, c'est aussi un bon manager. Voilà.
Le deuxième métier, ça concerne les études, donc les missions du responsable d'études, vous le voyez. Donc, alors ça, c'est plutôt études côté maîtrise d'ouvrage. Alors maîtrise d'ouvrage, c'est quand même beaucoup de faire, donc de rédaction de cahier des charges, depuis les études d'opportunité qui sont souvent sous-traitées aussi, jusqu'aux études de réalisation. Le suivi d'études, travailler en équipe, s'entourer d'experts, etc. Mais je voudrais surtout insister sur le deuxième sujet là, qui est plus en fait commun à la fois aux entreprises, à la fois aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage. C'est un petit peu ce nouveau métier qu'on appelle scénariste. Alors c'est à l'intérieur des études, mais finalement en permanence, dans le cadre du démantèlement, ce qu'il faut, c'est qu'on bâtisse des scénarios. Alors que ce soit des scénarios sur 30 ans sur UP1 ou des scénarios, comment est-ce qu'on doit démanteler ce machin-là, là, cette tripatouille de tuyauterie qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, elle s'appelle la salle 71 de l'usine, qui finalement est un ensemble d'évaporateurs PF qui ont, je ne sais pas si ça vous parle, de l'ordre de 200-250 gréeurs au contact. Enfin, en gros, c'est comme un réacteur dans lequel on a eu une explosion, quoi, et dans laquelle la matière se retrouve directement. C'est ça un petit peu la différence entre un réacteur et une usine de retraitement. C'est qu'un réacteur, quand vous avez enlevé les combustibles, vous avez le matériau irradié, enfin, ou irradiant, activé, voilà, activé. Mais vous n'êtes pas en présence, sauf s'il y a eu un gros pépin, avec l'activité. Là, on se retrouve avec des activités qui font que même les porteurs actuels, on n'est pas sûr qu'ils tiennent longtemps, quoi. Donc, voilà. Alors tout ça pour dire que ce monsieur, là, le scénariste, enfin bien sûr c'est pas un monsieur, c'est souvent une des équipes, il doit intégrer le REX de ses collègues qui ont pu travailler par petits bouts sur d'autres choses, parce qu'en fait dans le retraitement on peut dire que finalement dans toute la vie d'une usine on a toujours fait par petits bouts des opérations de maintenance qui ont consisté finalement à faire des petits démantèlements. Ce qui fait l'originalité en fait de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'effet d'échelle qui fait qu'on se retrouve avec une ampleur qui fait qu'on ne peut pas travailler par petits bouts. Mais donc il doit intégrer ce REX, il doit intégrer l'historique des installations, il doit demander des compléments de caractérisation en fonction de ce qu'il envisage comme procédé. Et c'est pas simple. Par exemple, je prends un cas, vous avez vu peut-être des fosses à déchets du dégainage ce matin. À une époque, on pensait qu'on allait trouver la matrice mirifique qui allait faire papa-maman, qui allait incorporer tout ça. Donc du coup, on se disait, il n'y a pas besoin de faire des investigations trop compliquées. Puis en fait, les contraintes ont changé. L'ANDRA nous pose des questions sur les histoires de radiolyse, etc., qui font que finalement, il faut mettre des matrices qui sont beaucoup plus étanches au problème de radiolyse. Donc du coup, il faut faire de la R&D. Qui dit R&D dit il faut avoir des spécifications d'entrée qui permettent de valider les procédés. Et du coup, ça nécessite de faire des investigations. Voilà un exemple. Élaborer les études à l'ARA, orienter le protocole de mesure en fonction de ce qu'on va trouver. Et puis ensuite, il y a plusieurs choix. Il faut faire des arbres de décision pour est-ce qu'il faut traiter ou est-ce qu'il faut masquer les points chauds, est-ce qu'il faut découper, ou est-ce qu'il faut travailler en manuel ou en téléopéré, est-ce qu'il faut rincer pour essayer de baisser la dosimétrie, ou est-ce qu'il faut travailler en téléopération, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est ça un scénario. Et c'est ça le travail de ce scénariste, enfin, en trois phrases. Donc les experts techniques, eh bien, on en a dans plusieurs domaines. On en a dans le modèle, je vais vous parler de l'investigation, je ne vais pas y revenir. Dans le domaine de la téléopération, de l'intervention à distance, et là je ne vais pas déflorer le sujet parce que M. Gironès en parlera plus loin. Tout ce qui est système d'information données d'entrée, tout ce qui est procédé génie chimique, parce que malgré tout, on parle beaucoup de mécanique, de découpe, etc., mais on a aussi à faire appel à des procédés. Quand on doit traiter le sodium de Phénix, eh bien c'est toute une installation de traitement chimique qu'il faut construire. Et donc ça fait appel à des spécialités de ce style-là. Au niveau ventilation nucléaire, alors là on est sur la frange entre les métiers de l'assainissement démantèlement et les métiers de la construction, sachant qu'au CEVA, on a en fait toute une équipe qui est un petit peu l'équivalent du DEPAD, un département qui s'appelle DPIE, qui est à Cadarache, et qui a tous ces métiers de la construction, tout ce qui est tuyauterie, génie civil, ventilation, au sens construction, c'est plutôt là-bas. Donc quand on a à faire des ateliers de construction, on s'adresse plutôt à ces experts-là, mais la ventilation, elle est un peu à la frange entre les deux, parce que en fait, elle intervient à la fois au niveau des chantiers pour le montage des sas qui vont bien, et puis elle intervient aussi, cette ventilation, parce qu'en permanence, on travaille pour faire baisser les coûts d'exploitation, et donc il faut travailler sur comment je peux baisser les coûts de la maintenance
maintenance électrique contrôle-commande, comment je peux baisser les coûts de maintenance de la ventilation. Et donc, on a aussi besoin d'experts pour faire évoluer les ventilations et minimiser la ventilation dans les installations. Voilà. Alors, tout ça, c'est au pas de course. Hein, mais la caractérisation initiale, c'est très très important. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. C'est sûr que si on ne sait pas ce qu'on va trouver, on risque fort d'avoir de gros aléas. Donc c'est une phase fondamentale. Et ces gens qui ont ce métier, donc investigation, s'appuient bien sûr parce que c'est finalement un projet dans le projet de faire une investigation. C'est un petit chantier en soi. Et dans certains cas, d'ailleurs, on peut se demander est-ce qu'il faut faire ce chantier pour investiguer ou est-ce que directement il faut faire le chantier pour faire le chantier. Mais le problème, c'est qu'au CEA, c'est très compliqué puisqu'on a la CCM, etc. On est obligé de faire des contrats très forfaitaires. Donc on est obligé de morceler par petits bouts, faire un petit chantier pour faire l'investigation de telle façon qu'on puisse escompter, avoir des données d'entrée assez fiables pour pouvoir faire un forfait derrière pour les interventions, ce qui n'est pas la moindre des problématiques. Besoin de compétences tout corps d'état, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que quand on dit assainissement, démantèlement, on ne voit pas la complexité de tout ce que ça conduit à faire, comme atelier de traitement initiaux, atelier pour la reprise. Par exemple, en bas, vous avez une chaîne blindée qu'on est en train de construire sur Fontenay pour évacuer des poubelles irradiées pour les amener sur Cadarache. En haut et en bas, là, vous avez les installations justement dont je parlais tout à l'heure de traitement du sodium de Phoenix. Donc vous voyez, c'est carrément de la construction, c'est des ateliers neufs. Et ça, il y en a besoin aussi. Et je parlais tout à l'heure de baisser les coûts d'exploitation. Là, ça fait appel aussi à des compétences tout corps d'état. Là, c'est un exemple d'une salle des filtres de l'usine. Vous voyez ce que c'est, des ventilations à minimiser, c'est assez impressionnant. Voilà, un clin d'œil à un métier qu'on a aussi au DEPAD qui est très important. Alors malheureusement, quand on a des problèmes budgétaires ou des problèmes d'effectifs, c'est toujours ce qui passe en dernier. Donc on a tendance à ne pas lui donner beaucoup de moyens, mais en attendant, c'est quand même hyper important. Donc on a au CEA quelque chose qui est assez original, qui est une base de données sur Wikipédia, puis notre base de données. Alors malheureusement, c'est pas encore pour le moment ouvert à l'extérieur, mais on peut toujours rêver, ça pourra peut-être l'être un jour, qui est très intéressante parce que, entre autres, nos nouveaux arrivants, on essaye de les former là-dessus pour qu'ils apprennent rapidement les choses. Par contre, le REX de nos activités est quand même fait par les cellules métiers dans chacun de leurs domaines. Un chef de projet, quand il a un problème de sûreté, il ne va pas aller taper sur Wikipédia pour savoir si quelqu'un a la réponse à sa question. Il va aller voir le responsable de l'équipe sûreté qui va l'aider, qui va lui donner un collaborateur et puis ils avanceront comme ça. Pôle de compétences démantèlement au CEA aussi, on a l'originalité d'être, même si on est uniquement sur le CEA d'Aisne, on est aussi en charge d'un pôle de compétences sur l'ensemble du CEA, y compris le CEA d'Am, de telle façon qu'on puisse apporter un soutien ponctuel sur des questions diverses et variées. Et on anime à ce titre-là un club des projets de démantèlement. Je vais aller accélérer, je vois le timing. Hein. Donc gestion de projet, bon ça c'est classique, mais en tout cas c'était peut-être pas classique dans ces projets-là. En tout cas c'est classique, enfin il faut que ça y soit dans les projets, parce que la gestion de projet c'est hyper important. Donc on s'est gréé de personnes dans ces métiers, donc c'est tout ce qui est performance, coût, délai, risque, mais c'est aussi chiffrage, puisqu'on a une équipe constituée qui marche bien dans le domaine de l'estimation chiffrage, de telle façon qu'on fasse ces chiffrages de provisions de démantèlement et qui puisse aussi aider les chefs de projet dans les pré-consultations pour dépouiller des offres. Les métiers de la gestion de projet, c'est les métiers classiques, hein, vous voyez ce qu'on est obligé de faire, des plannings de plus ou moins détaillés, des analyses de risques, d'opportunités, parce que comme je vous disais, c'est quand même l'argent de l'État, donc on est obligé de rendre des comptes en permanence et forcément il faut que tout ce qu'on fasse, tout ce qu'on fait soit étayé par des analyses de risque si on met des provisions pour aléas, etc., etc. Mais ça c'est classique. Processus sûreté, c'est classique aussi, ça c'est le processus sûreté ASN, sachant qu'on a deux styles de projets. On a des projets comme celui de Marcoule sur UP1 où on est en interface avec le DSND, on a des projets sur le reste du territoire qui est plutôt en interface avec l'ASN. Et avec l'ASN, on est dans cette logique d'enquête publique, de délais très importants avant-après. Et puis en ce moment, je ne vais pas refaire l'histoire qu'a dû vous faire ce matin Frédéric Tournebis, mais c'est très compliqué les relations avec l'ASN en matière, entre autres, de déclassement. Ouais,
Oui. Notre activité, c'est la sûreté des classements. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aller vite. C'est vraiment aider les chefs de projet de telle façon qu'on puisse anticiper au maximum tout ce qui est risque projet dans le domaine de la sûreté. Un autre aspect qu'on avait complètement sous-estimé, c'est l'aspect impact environnemental. Alors vous voyez là la petite photo du petit lézard qui nous embête sur Phoenix et de la petite plante qui nous embête sur Phoenix. Donc il faut arriver à faire une étude d'impact pour démontrer comment tout ça, ça se gère. Et bien sûr le devenir des déchets de démantèlement. Même chose pour le métier déchets transport, il faut anticiper en permanence, établir les prévisions de déchets. Au niveau du stockage des déchets, on travaille bien évidemment avec l'ANDRA. Ça c'est quelque chose de classique, je ne vais pas passer. 5 minutes, il me dit le monsieur. Donc c'est un peu dur. Donc c'est toujours des gens dans les métiers qui conseillent le chef de projet dans les choix des meilleures filières pour optimiser les coûts et puis qui pilotent les chantiers en matière d'émissions de déchets puisque finalement le déchet est un bon indicateur d'avancement physique sur les chantiers. Suivi de chantier, maître mot, c'est la sécurité, puisque au-delà des risques et nuisances classiques d'un chantier industriel, on a tout l'aspect dosimétrie. On essaye d'optimiser tout ça, protéger les personnels, c'est un enjeu essentiel dans le démantèlement. Et puis pour finir, aussi ne pas oublier la R&D, puisqu'on a tous les métiers de la R&D dans le domaine de l'assainissement démantèlement. Alors que ce soit, ça Philippe en parlera un petit peu plus, mais il parlera peut-être un petit peu moins de tout ce qui est R&D dans le domaine du traitement des déchets. Vous voyez en bas, par exemple, le genre de sujet sympathique qu'on peut retrouver, par exemple, sur UP1, avec à gauche, par exemple, les quantités de magnésium, ou les bouts mélangés magnésium, graphite, etc., que l'on retrouve. Et bien tout ça, quand c'est des déchets B, ça ne peut pas partir tel que avec du béton lambda tout autour. Donc il faut faire de la R&D pendant le traitement. Vous avez au-dessus aussi un exemple de vitrification. On travaille beaucoup pour certains déchets sur des procédés du style incinération, vitrification, de telle façon qu'on puisse apporter la garantie que tout ça, ça va pouvoir aller dans le fameux CIGEO. Et pour terminer, donc, ces métiers, ces projets, ça travaille de concert avec la R&D. Et une des activités du CEA, ça peut être aussi d'aider les entreprises à utiliser toutes ces techniques en les standardisant, de telle façon qu'on fasse des transferts de connaissances vers l'industrie. En tout cas, c'est aussi une des missions de service public du CEA de faire ça. Donc, en conclusion, et je crois qu'à 2 minutes près c'est bon, donc le démantèlement c'est un défi technologique parce que loin de, c'est pas juste du déclassement, c'est des fois très très complexe. C'est un défi technologique et humain sur le long terme, c'est des projets complexes et longs. C'est des exigences élevées en termes de sûreté et de sécurité. On est dans une installation nucléaire, c'est finalement plus complexe d'exploiter des fois quand on sort des référentiels en démantèlement que même en exploitation, puisque quand on regarde par le monde les incidents de criticité qu'il y a eu, ça a toujours été en dehors des phases classiques d'exploitation, ça a souvent été dans des phases de démantèlement. Il y a le besoin en permanence d'anticiper pour gérer au mieux les aléas inhérents à cette activité, et c'est du coup tout ça avec les compétences dont on s'est gréé. Je pense que c'est une excellente formation au monde du nucléaire et c'est une excellente formation au management de projet de par cette gestion des aléas complexes qu'il faut traiter. Et quelqu'un qui viendrait travailler dans le démantèlement pourrait très bien travailler après dans la construction, dans un projet de construction ou dans l'exploitation d'une installation complexe.